Voici une étude thématique qui porte sur la déception, où j'interviewe Marc Delassalle, auteur et conférencier visant à faire la diffusion de la conscience supramentale. Elle a été enregistrée le 28 décembre de l'année 2017. Par rapport à cette étude, vous allez pouvoir retrouver en bas de cet enregistrement un lien web où figure le texte qui s'y rapporte que Marc Delassalle avait rédigé. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à présent à l'étude thématique numéro 3 ayant pour sujet la déception. Alors ici David Lévesque qui vous parle et je suis également en compagnie de Marc Delassalle, auteur et conférencier. Alors bonjour Marc. Bonjour David. Ça va bien? Oui, je vais bien. Le froid est intense, mais ça va bien. Oui, parce que au moment qu'est fait cet enregistrement, on est en plein fin du mois de décembre 2017 et il fait très froid dehors. On parle de moins 39 avec le facteur vent là, pour le Québec. Oui, c'est cela. Donc, vu que le sujet, c'est la déception, on va voir où ça va nous mener. Oui, exactement, parce que c'est facile d'être déçu dans la vie. Comme là, aujourd'hui, la température était décevante pour moi qui avait le désir, en tant qu'égo, de faire du ski à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Tu été obligé de te réinventer, te repositionner. Puis, le sujet de la déception, c'est un peu ça, dans le fond, c'est que on a des attentes ou on a un désir, puis c'est une porte qu'on ouvre, hein, puis comme les forces de la lumière, ce sont des maîtres de la forme, nous autres, on n'est pas encore assez habitués dans notre conscience à ne plus laisser aucune place aux portes de la déception. Puis aussitôt qu'il y en a une qui est entrouverte, c'est certain qu'on va vivre de l'âme dans Puis après ça, ben, tu es obligé de vivre de l'intelligence, de l'esprit pour contrebalancer le fait que la déception, elle peut être grande, comme elle peut être petite. Comme aujourd'hui, c'est quand même assez banal, le fait qu'il fasse froid, puis tu peux pas faire de ski de fond ou de ski de pente. Oui, ben en fait, dans mon cas, c'était plus le ski de fond. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est à une petite échelle. Mais le point, puis c'est le but de l'enregistrement, c'est de voir Mhm. comment, qu'en tant qu'égo, on peut faire face aux différents éléments de notre quotidien, dans notre vie de tous les jours, qui peuvent nous amener à vivre de la déception et nous occasionner des pertes d'énergie. Ouais. Je regarde très rapidement, puis la première chose qui vient au niveau de la déception, c'est euh, de regarder la capacité qu'on a soi-même à se décevoir. Parce que tout part de nous autres. Si si on donne une valeur à une forme, cette valeur-là va être testée automatiquement. Est-ce que tu regardes ça de la même façon, toi? Oui, dans le sens que si on polarise une forme, Ouais. donc on la réfléchit, on lui donne une certaine importance, bien c'est sûr qu'à ce moment-là, ça donne une poignée à quelque part à l'invisible pour nous manipuler. Oui. Puis quand on donne trop d'importance à ces valeurs, c'est pas qu'on doit ne pas donner d'importance à ces valeurs. On doit regarder ces valeurs en fonction, est-ce qu'elles nous procurent de la liberté tout le temps? Toujours. Comme toi, la volonté d'aller faire du ski, elle était là, en autant que la température soit agréable. Donc, là, la température n'est pas agréable, ta volonté est diminuée parce que tu iras pas te faire geler dehors quand tu sais que ça va être désagréable de faire du ski de fond. Là, tu dois te réinventer, te repositionner dans ta journée en lien avec le froid. Puis c'est quoi la valeur que tu veux donner à ta vie aujourd'hui pour agrémenter ta vie? Fait que tu sais, si tu veux pas vivre de déception, faut que tu sois très rapide sur la gâchette, quasiment comme Lucky Luke. Tu te réinventes. T'es plus vite que ton ombre, puis Mais ça, c'est des petites déceptions. Il y a des grandes déceptions parce que euh, quand on regarde les corridors de la vie, on a l'amour qui rentre en jeu, on a l'argent qui rentre en jeu au niveau du travail, la santé. Ça, on a un peu plus d'autorité, puis on peut avoir un peu plus de gestion sur la santé. Mais on peut quand même vivre la déception parce que là, tu dis, ben, je fais des étirements, puis je me fais quand même mal au dos. Puis c'est difficile à gérer de la déception parce que ça te ramène toujours à
une qualité involutive de l'âme, puis de l'inexpérience de l'ego avec la matière, en quelque sorte. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que par rapport à la déception, moi, je voulais t'entendre, entre autres, à savoir pourquoi est-ce qu'on est confronté à de la déception là, dans notre vie de tous les jours. Quotidiennement, Oui, ouais, exactement, parce que ouais, c'est ouais, régulier, là, tu sais, que ce soit, ah, là, c'est un petit irritant, là, la température qui est froide, ouais, ça peut être une ouais, perte financière, ça peut être de vivre, par exemple, une rupture amoureuse, quelqu'un qui ouais, apprend qu'il est atteint d'un cancer, ouais, ouais, ensuite, le manque de travail, il y a différentes choses, là. ouais. Au quotidien, parce que la déception, là, faut pas oublier que c'est pas l'esprit qui est déçu, hein, c'est l'ego. Puis quand que l'ego est pas capable de capter nécessairement que la déception va l'amener à vivre de l'âme, et elle va faire du surplace pendant longtemps. L'ego va faire du surplace pendant longtemps parce que il va se mettre en crise, il va être en tabarnak, sans avoir la neutralité pour comprendre au-delà de la forme qu'est-ce que la lumière entend faire avec son ego en lien avec ce qu'il vit comme déception. Il n'y a pas quelqu'un qui cherche un travail et qui n'en trouve pas peut questionner en lien avec sa façon de faire. Est-ce qu'il fait les bonnes actions? Puis il devrait toujours être capable de dire, OK, moi, mon plan d'action, mes décisions vont dans cette direction-là. Et si ça ne fonctionne pas, il doit déjà avoir la capacité de savoir que ça se peut que ça ne fonctionne pas. Et c'est de cette façon-là qu'il s'enlève, qu'il se protège de la déception. Parce que les autres, la lumière veulent faire évoluer l'homme, puis les lois de la déception font partie de la capacité de décevoir l'homme pour qu'il regarde à quel endroit il met ses priorités ou ses valeurs en lien avec sa vie. Tu sais, euh, une personne peut vivre en couple, puis finalement, elle n'a pas d'argent non plus pour nourrir son couple. Donc, elle va vivre la déception. Puis si elle a un mauvais circuit de communication avec son partenaire ou sa partenaire, il va y avoir ce qu'on appelle un grossissement de la déception, dans le sens que tu vis pas la vie que tu es supposé vivre. Puis d'un autre côté, tu sais pas non plus comment t'inventer une vie à la mesure des finances que tu as ou à la mesure de la capacité que tu as à te générer dans la matière pour créer de la liberté. Dans le but, c'est que la déception, ce qu'elle enlève de la liberté à l'homme, pas nécessairement. Pas nécessairement. Ce qu'elle fait, la déception, elle contraint l'ego à regarder encore, à retourner à la table à dessin par rapport aux valeurs qu'il donne à sa propre vie. Par exemple, quelqu'un qui veut une vie de couple, ça fait 5 ans qu'il n'est pas en couple, c'est sûr que il va avoir des attentes par rapport à toutes les fois qu'on lui propose une rencontre. Hein? Tu sais, il va dire, ah, c'est peut-être la bonne. Hein? Puis finalement, Exactement. il va découvrir que non, ça correspond pas. Puis s'il a donné énormément de valeur à cette relation-là ou d'attente, donc du désir de vouloir, parce que c'est l'ego qui désire en lien avec l'âme, l'âme, il dit, ah oui, mais dans le fond, l'esprit sait très bien qu'au bout de la ligne, la personne qui est devant toi ne te correspond pas, mais ça, tu ne sais pas au départ. Et c'est là que tu peux vivre la déception. Donc, comment on s'amène à ne pas vivre de déception? Oui, c'est le point sur lequel je voulais t'amener. Ouais, parce que, tu sais, ben, il faut se formater en tant que conscience, mais tu sais, si tu as envie de la déception, faut pas que tu la regardes négativement. Ça, c'est la première réalité. Faut que tu regardes ça avec étude. Tu te dis, OK, quelle partie de ma conscience qui donnait une valeur surdimensionnée à telle réalité, alors que la lumière a décidé qu'effectivement, ce n'est tout simplement pas là. Donc, toi, tu as eu une rencontre, deux rencontres avec une personne, puis ça s'en va, ça a l'air intéressant, la personne est intéressée à te rencontrer de nouveau, mais dans le fond, la capacité des deux personnes de se rejoindre peut avoir été occultée parce que on veut vraiment être avec quelqu'un.
Puis dans la première rencontre, on a vu que oui, ça correspond pas nécessairement à ce que tu vois, mais tu souhaites que ça s'améliore ou que ça change, mais ça fonctionne pas de même. Les gens qui se rencontrent le savent dès le départ s'ils sont faits l'un pour l'autre ou pas. Et c'est comme ça que ça devrait tout le temps être. Tu vas à un travail, il y a quelqu'un qui se fait proposer un travail, il n'est pas conscient s'il veut accepter le travail, ben il se rend à l'entrevue, on lui dit qu'il a le travail, mais une fois qu'il a le travail, il peut faire comme un de mes amis a fait, il est resté là pendant 10 minutes à l'extérieur, il s'est posé la question, je veux-tu voyager tous les jours puis venir travailler ici? Puis sa réponse, ça a été non. Fait qu'il s'est positionné pour avoir un travail ailleurs en disant que non, ça, je veux plus vivre ça. Donc, il n'a pas vécu de déception parce qu'il est allé au bout de la forme. Donc, des fois, il faut aller au bout de la forme. Oui. Donc, en lien avec ce que tu dis, c'est que quelque part, pour reprendre l'exemple du couple, c'est que si tu perçois la vibration, puis il n'y a pas de voile que tu crées avec du désir subjectif d'être en relation à tout prix avec quelqu'un, là, donc si tu carbures pas au désir, puis tu regardes froidement les choses, tu le sais si tu as à être avec une personne ou non. Ouais, tu regardes qu'est-ce qui vibre en toi par rapport. Tu sais, la première relation qui est sans équivoque dans une relation de couple, c'est tu trouves l'autre beau dans des valeurs qui correspondent aucunement à la réalité subjective de l'amour qu'on peut. L'âme peut être attirée par un autre âme. Ça se comprend parce qu'il y a des lois d'attraction. Mais au-delà de ça, si tu regardes ta configuration en tant qu'esprit pour rencontrer une femme, tu sais très bien que tel paramètre, un jour ou l'autre, ça ne fonctionnera pas avec ta conscience. Par exemple, le gars, l'autre personne, il découvre finalement qu'elle a 2 enfants ou 3 ans, tu sais, ou quoi que ce soit. Puis elle a vécu des grosses difficultés avec sa famille. Là, tu as des drapeaux rouges qui peuvent monter en relation avec non. Moi, cette expérience de vie d'âme-là m'intéresse pas, mais tu as peut-être déjà été en couple avec cette personne-là, donc il y a une attraction d'âme qui se fait. Et là, tu vas être amené à vivre un peu de déception en lien avec la mort de quelque chose. Puis ça, c'est important dans la déception, vivre la mort de l'ego dans une réalité. Et c'est beaucoup ça aussi, la déception. C'est que l'ego doit mourir plusieurs fois jusqu'à temps qu'il n'a plus à mourir, tu sais. Donc, autrement dit, il doit être détruit et reconstruit, là, dans le sens que l'ego, oui? Ouais, j'aime bien ce que tu dis. Détruire, reconstruire, continue. Dans le sens que l'ego soit détruit dans l'attachement qu'il y avait à certaines formes. Ouais. Parce que, tu sais, David, nous autres, on a la capacité de voir un peu qui on est. Puis plus tu avances dans la conscience, tu découvres aussi que ton esprit est pas mal fluide, puis que ton ego est pas mal fixé à des paramètres de vie qui pensaient réels, puis c'est des valeurs finalement, on va abandonner avec le temps. Oui, exactement, parce que c'était juste des formes transitoires. Ouais, c'est ça. Donc, mais ça, c'est pas ce qu'on appelle la mort de l'ego à une forme. Parce que on les voit. Mais c'est quand on a vraiment donné une valeur importante à quelque chose, puis là, on est obligé de vivre la mort de l'ego en lien avec une forme. Est-ce que tu as une idée ou une expérience de vie en tête, toi, qui te vient en lien avec ça? C'est comme si l'ego, il est mort à une forme parce qu'il avait donné une valeur. Ben, dans le sens, c'est parce que je connais une personne qui veut depuis plusieurs années avoir des enfants. OK. Puis ça fonctionne pas au niveau biologique. Là, elle a fait affaire avec une clinique de fertilité. OK. Elle a tombé enceinte, mais l'enfant avait pas de cœur puis il était pas viable. Fait que ça a été encore de la déception. Puis la personne, ça fait au-dessus de 5 ans qu'elle essaie d'avoir des enfants, puis ça marche jamais. Elle vit beaucoup d'opposition. Fait que, c'est un bel exemple, ça. Ouais. C'est un bel exemple. C'est ça. C'est un bel exemple. C'est ça, elle est obligée de mourir dans son désir d'avoir des enfants. Puis elle se définissait beaucoup par ça. Elle, son but, c'était d'être une mère de famille dans la vie, tu sais. Hey, imagine la déception de vivre ça. Imagine comment l'ego peut souffrir dans ça s'il n'est pas capable de mourir à cette réalité-là. Exactement. Fait qu'autrement dit, c'est le choc à l'ego qui est généré par une réalité qui fait pas l'affaire du tout de l'ego, qui a de la difficulté à quelque part à accepter puis assumer, là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un très bel exemple parce que on
on n'est jamais équipé au préalable pour confronter nos plus grandes déceptions dans la vie. Tu es d'accord? Non, exactement. Quoique, ce qui me venait en tête, c'est que peut-être que Oui, dans des vies antérieures, on a ouais, développé en tant qu'égaux certaines capacités. ouais, ouais. En tant qu'égaux, là, quand on doit mourir à quelque chose, ça veut dire, comme tu dis, on doit laisser même une vie antérieure derrière. Oui, exactement. Mais le point que je voulais dire, c'est que peut-être dans des vies antérieures, on a une certaine préparation, hein, dans le sens que quelqu'un, par exemple, qui a fait une vie de moine, puis la notion de se détacher du désir, c'est peut-être plus facile que quelqu'un qui n'a pas touché à ça déjà, là. Ouais, c'est ça. Puis d'un autre côté, euh, tout ce qui est centré sur un objectif dans une autre vie va être détruit aussi. Comme la vie de moine, on sait très bien quel genre de vie que ces gens vivent là. Et dans une autre vie, il va falloir qu'ils se déprogramment totalement de qu'est-ce qu'ils ont vécu dans une autre vie. Ça peut être difficile parce qu'il y en a que, tu sais, dans cette vie ici, ils peuvent continuer à vouloir vivre en marge de la société, à être isolés, à s'isoler parce qu'ils trouvent rien d'intéressant dans la vie. Puis dans le fond, ils font encore une vie de moine, mais pas dans la forme du moine. Fait que, ils sont obligés de mourir. Ce que je dis, dans le fond, c'est que l'homme ou l'individu, la personne doit toujours être capable d'aller dans le monde. Elle doit jamais s'isoler, même si elle est déçue de la société. Tu sais qu'il y en a qui disent, ah, les animaux ont plus de, tu sais, sont plus fiables que les êtres humains. C'est pas vrai, ça. Ça n'existe pas, une réalité comme ça. Exactement. Quoique les animaux, en général, ils se réfléchissent pas, là. Tu sais, ils sont Non, c'est ça. spontanés, Mais sont fluides. c'est ça, ils sont fluides. Puis la capacité de l'homme à être fluide, c'est ça sa réalité, c'est qu'à un moment donné, faut que les valeurs que l'homme donne à la vie soient de l'unifier aux hommes et non de l'isoler. Puis la personne qui va avoir des enfants, par exemple, qui essaie d'avoir des enfants, sa vie de couple devient quoi entre-temps? Parce qu'il y en a une qui peut avoir il y en a un qui peut avoir plus de désir par rapport à avoir des enfants que l'autre. Fait que la vie de couple devient quoi dans ce temps-là? Ça devient un peu plate parce que le couple ne vit plus, parce que la forme devient plus importante. Toute la construction de la vie est orientée pour le fait avoir des enfants. Dans le fond, faut qu'il y en ait un qui meure à ça, mais l'autre le sait déjà que la forme doit mourir pour qu'on puisse renaître en tant que couple, mais il peut pas le faire, il peut pas l'imposer à l'autre, t'es d'accord? Oui, exactement. Puis c'est sûr que pendant qu'il y en a un des deux qui s'acharne à vouloir des enfants, c'est que ça crée une tension. Ouais, ça crée une tension, puis le couple n'a plus la même liberté qu'il avait. Et c'est pour ça que la déception est très grande au niveau des lois de la liberté, c'est que elle restreint l'ego à quelque chose qu'il pensait qu'il devait avoir droit. Donc, quand je dis à quelque chose qu'il pensait avoir droit, donc, aussitôt que tu penses que tu as droit à quelque chose, tu es manipulable. Par exemple, quelqu'un qui est seul, il dit, ouais, mais je devrais avoir droit à vivre avec quelqu'un. Non, c'est pas un droit. C'est pas une liberté, ça. C'est pas réel. Là, tu peux dire, ouais, mais mon besoin de vivre avec quelqu'un est grand. Oui, mais ton besoin doit-il être rencontré immédiatement? La réponse, c'est toujours non. Ton besoin sera rencontré lorsqu'il aura à être rencontré. Donc, rester dans la vibration pour un ego, c'est pas facile. Oui, exactement, parce qu'on a tendance à se réfléchir. Ouais. On veut que les choses arrivent comme on le désire et ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on peut être déçu. Oui, c'est sûr que par rapport à la déception, j'ai comme principe que le niveau de déception est inversement proportionnel au désir qui est vécu en lien avec quelque chose. Ouais, c'est totalement en équilibre. L'égalité du désir puis l'égalité de la déception est aussi grande que le désir que tu avais. Et comment on fait pour se protéger de cela? Ben, c'est que faut savoir que les lois de la déception sont là pour déséquilibrer l'ego dans les valeurs qu'il s'est données à la vie. Puis la jeune femme qui s'est donné la valeur d'avoir des enfants, elle oublie peut-être que dans cette vie-ci, si elle a un gars intelligent qui le respecte, ça va être une plus grande valeur que de vouloir avoir des enfants. Ça, si elle meurt en tant que conscience, en tant que âme à volonté d'avoir des enfants, elle réoriente sa conscience
pour être en équilibre avec son couple. Puis sait-on jamais, s'il décide en haut qu'elle va tomber enceinte, ça peut arriver, hein? Oui, exactement. Sauf que pendant ce temps-là, c'est que elle, quand il y a des parties avec des amis, puis les autres amis ont Oui. tous leurs enfants, elle en a pas. Ah Ben oui, là, ils sont bons, des maîtres de la forme. c'est ça, elle, ça lui fait quelque chose, puis elle vit ça difficilement. Elle se sent pas comme les autres. Ouais. Fait que C'est toute sa sensibilité qui est mise en rogne parce que on déséquilibre son ego psychiquement en l'amenant tranquillement à se donner un rêve idéal ou un projet idéal qui lui permettrait de vivre sa vie, de se sentir pleinement. Et quand on est capable de regarder le point de vue de la lumière en lien avec sa vie, ça change. On ne fait plus ce faux pas-là de donner de la valeur uniquement à ce que nous autres, on perçoit comme réel. On est obligé d'interchanger notre réalité avec la capacité d'y mettre de l'intelligence puis de la lumière dedans. Donc, on est obligé de regarder le point de vue des forces. On n'est pas obligé de l'accepter pleinement, parce que si on l'accepte pleinement, on se coupe de notre réelle sensibilité, qui est de contester toujours l'imposition d'une vie à laquelle on a souscrit en s'incarnant, mais qui, au départ, était voilée dans les souffrances qu'on allait vivre. Et c'est ça qui est difficile pour une jeune femme ou pour un jeune homme qui va avoir des enfants, qui n'y arrive pas de mourir en tant qu'égo à une forme pour se réinventer. Parce qu'on t'a pas dit, en tant qu'égo, que tu allais vivre ça, puis que tu devais l'abandonner, ce projet-là. Mais c'est pas un abandon, c'est une réorientation de ta conscience en lien avec des valeurs qui ne donnent aucune liberté à ce que la vie peut t'imposer comme vibration. Le jour que la vie peut plus t'imposer une vibration, tu interchanges toutes les lois d'âme sur toi et tu deviens esprit. Et ça prend énormément de temps. C'est un long chemin parce que d'interchanger toute la programmation, parce que toute la matrice dans laquelle que tu t'es incarné avait dans sa réalité telle déception en lien avec le couple, avec l'argent, la finance, le travail, d'avoir des enfants en santé, ça peut aller jusque-là aussi. Puis comment tu réorientes ta vie une fois que tu vis ta conscience en lien avec le fait que tu sais que la lumière va toujours te décevoir si tu donnes une valeur à une forme qui est autre que celle que la liberté. Elle va toujours te décevoir parce que la liberté, ça appartient à l'homme. C'est le seul endroit que tu peux pas être déçu. Là, tu vas dire, ben, si j'ai pas d'argent, j'ai pas de liberté. Non. C'est que si tu es capable de vivre ta vie en lien avec ce que tu peux te donner comme plaisir de vie, cela est ta liberté. Oui, mais contrainte par des limitations sur le plan matériel, parce qu'on vit dans une société matérialiste où l'argent est fondamental. Puis d'un autre côté, quand tu es contraint à vivre certaines réalités, c'est là que tu dois augmenter ton dialogue avec l'invisible. Pourquoi est-ce que je dois vivre ça? Pourquoi que ça passe par là? Pourquoi est-ce qu'on m'enlève telle capacité? Pourquoi est-ce qu'on m'enlève telle capacité? Pourquoi est-ce qu'on m'enlève ceci? Pourquoi est-ce que je dois vivre encore cela? Puis ils vont dire, parce qu'il y a encore la capacité pour vous d'être déçus, d'être déçus. Puis là, tu dis, quand est-ce que ça change? J'ai dit, quand vous êtes plus... Quand on ne peut plus vous décevoir, vous inversez totalement le rayon qui descend par en bas et vous renvoyez ça par en haut. Ça fait du sens pour toi? Oui. Par contre, le point que je veux amener par rapport à ça, c'est que si la lumière veut que l'individu devienne quelqu'un qui donne plus de valeur à la vie, qui soit plus... qui ne peut plus être victime de déception, qui soit sans désir, qui soit plus foi... quand on en regarde ça de l'extérieur, ça fait penser à quelqu'un qui est désengagé dans la vie, tu sais. Ouais, c'est intéressant ça, parce que être désengagé, ça veut pas dire ne pas être impliqué. Ça veut dire être désengagé des valeurs qu'on donne. Par exemple, la seule valeur pour moi, là, depuis que je suis dans le processus de la conscience, ça a été la suivante, c'était de regarder
qu'est-ce qui égaye ma vie au sens strict de la liberté, puis au sens strict que ce soit un plaisir de vie qui m'appartienne à moi. Ça appartient à une personne, ça appartient pas à ma conjointe ou à mon conjoint ou à un ami, ça m'appartient à moi. Puis quand je l'ai, ce plaisir de vie-là, je regarde si on me casse les pieds dans ma liberté pour que je puisse le vivre intégralement. Par exemple, un plaisir de vie, ça peut être d'aller prendre une marche, OK? Puis, dans ta journée, tu dis, OK, il fait trop froid pour faire de ski. Bien là, tu dis, OK, je vais trouver le plaisir en m'habillant chaudement d'aller faire une marche. Tu ne peux pas être déçu parce que c'est toi qui l'as choisi, ce plaisir-là. Mais là, il peut y avoir, dans cette liberté-là, une problématique que tu es à rencontrer des gens sur le sentier, puis il peut y avoir des gens désagréables ou des autos qui te klaxonnent ou quoi que ce soit. Puis ça, c'est un combat que tu vas avoir avec la vie en tant que telle. C'est que on veut te tester dans ton plaisir de vie pour savoir si ta liberté est celle de toujours être dans ta conscience le centre de ton univers. C'est-à-dire que tu ne fonctionnes pas selon les lois de la vie ou selon les lois que la société établit pour toi. C'est toi qui établis tes propres lois. C'est-à-dire que si, mettons, tu vas prendre une marche, puis il commence à faire froid, mais tu t'en vas à la maison, ça finit là la marche. Tu ne donnes pas de valeur à ta marche. Oh, mais là, il faut que je marche 30 minutes, c'est bon pour ma santé. Ben là, tu viens de te faire piéger. Tu comprends? Oui, oui, tu t'assujettis pas à une forme, là. C'est ça. Tu n'es plus libre. Parce que là, tu t'es assujetti à une forme, tu t'es réfléchi. Ah, mais j'avais dit que j'allais faire de l'exercice. Puis là, ça fait 20 minutes que tu es là, puis il y a 3 personnes qui te font vraiment chier, puis qui te cassent les pieds parce qu'ils parlent fort, ou ils n'ont pas de respect, puis ils mettent de la sueur partout sur les instruments. Toi, tu te dis, dans ce temps-là, ma liberté, ça va être d'aller faire des étirements dans l'autre pièce jusqu'à temps que ces gens-là s'en vont. Ton plaisir de vie il est intact parce que ta liberté, tu l'as mis au devant de tout immobilisme de ta conscience en lien avec l'astral va vouloir toujours baiser l'individu. Puis parce que quand que l'individu n'est pas jouable au niveau de la déception, c'est sûr qu'ils vont essayer de te jouer au niveau de ta liberté pour savoir si c'est réel ou pas. Oui, donc autrement dit, on est testé là, continuellement. On est testé continuellement parce que on ne voit pas assez la game. Puis quand on voit toujours la game, est-ce qu'on est testé encore? On est testé différemment. Explique. Dans ce sens que quand on voit la game, on sait que la liberté qu'on a, on ne peut pas, ils ne pourront jamais nous l'arracher ou la transformer, parce que c'est nous qui la transformons. Donc, si tu vas prendre un café, puis tu regardes, ça peut être désagréable parce que tu n'as pas une table où tu veux t'asseoir. Tu transformes ta liberté dans le sens, j'attends de voir si les autres en haut vont placer quelque chose pour me rendre mon plaisir de vie agréable. Puis là, paf, juste le fait que tu aies supporté le temps puis tu as attendu 2-3 minutes, il y a une table qui se libère puis elle est parfaite pour toi. Tu comprends ça? Oui. Mais c'est ça, c'est que tu as à attendre après quelque chose. Tu sais, je veux dire, c'est... T'attends pas. T'es dans le processus de savoir que les plans jouent une game, puis que toi, tu travailles avec ta liberté pour savoir, OK, si ça se place pas dans 2 minutes, je crisse mon camp. Mais t'es dans un état vibratoire en lien avec la forme. T'es jamais dans une position d'attente nécessairement parce que t'es dans une réalité d'étude au niveau de qu'est-ce que les autres ont décidé qu'il allait faire. Parce que le problème avec ça, là, la volonté, c'est que l'homme pense qu'il a autorité sur la lumière. D'après toi, on a-tu autorité sur la lumière? Non. On peut commander à la lumière en lien avec notre volonté que c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Mais est-ce que c'est obligatoirement réel que ça va se passer? C'est sûr que non, mais je veux dire, pour prendre ton exemple, je l'aime bien, il est concret, on va à un restaurant, puis tu vas attendre qu'une table se libère. Tu as quand même à contenir le temps. C'est sûr que... Oui? C'est là que ton étude de la réalité peut se faire. Tu regardes la place, tu regardes l'énergie qui est en place, tu regardes le serveur, c'est agréable, tu regardes la serveuse, comment que les clients sont. Puis à un moment donné, peut-être que dire, « Hey, finalement, c'est bien trop brillant ici ce soir. L'énergie est toute tout croche. On s'en va. On va ailleurs. »
Oui, ben c'est sûr que ça peut être l'occasion justement de redéfinir ce qu'on veut faire, puis aller à un autre restaurant si on voit que ça nous convient pas. Tu vois comment un Lego peut pas être déçu? Oui, ça c'est en faisant du recadrage. Ah, ben c'est un bon mot, ça, recadrer en lien avec ce qu'on voit. On te présente une pièce de théâtre, puis de toujours savoir que tu es d'une pièce de théâtre, c'est pas évident, là, hein, tu sais, parce que ce sont des maîtres de la forme. Ils vont orchestrer des réalités, puis toi, à quelque part, tu as à reconnaître la vibration de ce que tu veux vivre, mais surtout ce que tu ne veux pas vivre. Quand tu sais ce que tu ne veux pas vivre, tu ne peux pas être déçu. Ben, quoi que l'événement, c'est pas toi qui le décide. Fait que moi, si je sais que je veux pas vivre, être en contact avec des gens désagréables à un restaurant, quand même que je le sais, si je m'installe à une table, c'est tranquille, puis arrive un groupe de personnes désagréables qui sont là, puis se mettent à parler puis à crier, je vais être confronté à ça pareil. Oui, oui. Puis c'est là que, en retour, tu regardes les plans, puis tu dis, coudon, toute une pièce de théâtre que vous avez organisée là. Donc, tu es neutre. En étant neutre, ta conscience n'est pas affectée parce que ton taux vibratoire demeure plus élevé que ces gens-là qui viennent d'arriver. On a tendance à donner trop de valeur à l'astral. Mais l'astral en a quand même beaucoup dans nos vies Non. parce que Au niveau de l'esprit, quand tu es dans ton esprit n'entendra même plus le bruit. Parce que ton taux vibratoire au niveau de ta liberté devient plus grand. C'est quand l'individu ne peut plus être dessus, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune énergie qui va vers. C'est lui qui émane. Puis en émanant, son taux vibratoire reste supérieur à ce qui est autour de lui. Quand on est en processus d'adaptation, en processus de transformation, on se fait toujours baiser par l'extérieur ou on se fait toujours attaquer par l'extérieur parce que le taux vibratoire qu'on a, OK, il y a des portes d'entrée astrale. Étant donné que les âmes qui viennent dans un restaurant, par exemple, il y en a qui ont des taux vibratoires beaucoup moins élevés, ils vont venir frapper. OK? Donc, les entités vont venir frapper à ta porte et toi, tu ne seras pas capable de les voir puis ils vont avoir des rentrées, puis c'est là qu'on va perdre l'énergie, puis etc. Puis on se retourne chez soi, puis ça n'a pas été si agréable que ça parce qu'à un moment donné, l'astral était dominant. Mais lorsque l'individu reconnaît, supposons, OK, là, c'est plus brillant, puis il décide, mettons, il est avec sa conjointe, il dit, est-ce que tu es encore bien? Ça dit, est encore bien, pas de problème. Mais lui, il sait qu'il se passe quelque chose au niveau de la psyché. C'est à lui ou la personne qui a le taux vibratoire de reconnaître une réalité, de poser des vraies questions pour ne pas subir l'endroit. Puis, quand tu es dans un endroit, tu dis, OK, j'en ai assez. Tu pensais d'être là 1h30, puis finalement, c'est 1h20, 1h25. Mais ce qu'on voit au préalable, là, on ne peut pas être déçu dans cette liberté-là. OK? Dans le sens que si je vois quelque chose de ma journée, puis à la fin, ça se réalise comment je l'avais perçu, c'est parce que ça fait partie de ma liberté. Si l'homme n'a pas le droit à sa liberté, ça veut dire ça que les plants ont tout le temps le droit de lui casser les pieds? non, ça n'aurait pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Fait que la personne, c'est sûr, il faut qu'elle s'amène à être bien dans sa peau, puis elle reconnaisse c'est quoi qui l'amène à être bien dans sa peau. Ensuite, c'est quels sont les plaisirs qui lui permettent de garder cette réalité-là de bien-être dans sa peau intacte. Mais il ne faut pas qu'oublie que les plaisirs qu'elle a aujourd'hui ne seront pas les mêmes qu'elle aura dans 3 jours. Donc, les valeurs qu'elle va donner à sa vie, il faut toujours qu'ils soient interchangeables ou qu'ils soient augmentés. Mais c'est quoi? Augmenter en principe de quoi? En fonction de la liberté. Toujours plus de liberté. L'homme ne peut pas se contraindre à moins de liberté. Jamais, 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 jamais. La seule chose qui appartient à l'homme, pour moi, c'est la liberté. Dans le sens que la lumière ne peut pas dire on n'aime pas ta liberté, va donc chier. Penses-tu que ma liberté qui est moi, par exemple, d'aller prendre une marche ou faire de ski de fond ou aller prendre un café, puis ma liberté de passer, supposons,
ton anniversaire seul parce que il ne présente pas la lumière de personne dans ta vie. Tu dis, bon, ben, moi, j'invite pas personne parce que c'est mon anniversaire ou parce que c'est Noël. J'ai pas à avoir de monde parce que c'est Noël. Tu décides simplement, c'est quoi ta liberté, toi, dans cette forme-là, qui est, par exemple, Noël ou ton anniversaire. Je te dis, ouais, moi, c'est de me faire plaisir à moi tout seul et d'être seul. Et quand les forces de la lumière décideront que je ne serai pas seul, il y aura seulement orchestré des réalités qui me conviennent et non moi qui va décider, ah ben là, je vais vivre la déception parce que je dois passer. Tu comprends-tu? Ça va extrêmement loin de ce principe de la solitude avec soi-même, là. Ça va extrêmement loin. Oui, ben c'est intéressant ce que tu mentionnes. C'est-à-dire que si la personne a la liberté de dire, ben regarde, moi dans le temps des fêtes, j'aime mieux être seul que mal accompagné. D'ailleurs, un adage qui dit dans la vie, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Puis être capable d'aller voir ses parents ou ses frères et sœurs qui vont te casser les pieds. Ben c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, elle est capable, au lieu d'être dans un mouvement astral vers le collectif, ben elle reste à son identité individuelle. Par contre, comme tu le dis, il faut pas non plus qu'elle se fasse chier, entre guillemets, avec les plans, dans le sens que s'il faut pas que ça l'amène à se réfléchir, puis que ça soit vécu dans un état de souffrance psychologique. Et voilà. Puis pour que ça ne soit pas vécu dans un état de souffrance psychologique, il faut qu'elle sache que toute ta vie est orchestrée par en haut. La seule chose qui n'est pas orchestrée par en haut, c'est ta crise de liberté. C'est la seule façon qu'une personne ne pourra pas être déçue devant la vie. Il n'y a aucune autre réalité plus grande que cela. Tabarnak! L'homme souffre. L'être humain, dans sa conscience, souffre énormément parce qu'il est déçu continuellement par les forces de la lumière qui, d'un certain aspect vibratoire, veulent l'amener à ne plus être déçu. Ça, je le comprends comme principe évolutif, c'est un très beau principe, mais c'est de la crise de marde au niveau de celui qui le vit. Exactement, c'est un petit peu comme le principe de la désinformation. On est constamment désinformé pour en venir à un point où on développe notre esprit critique puis qu'on se laisse plus désinformer. J'aime ça que tu amènes la désinformation, David, parce que ça va en lien avec la déception. Penses-tu qu'il n'y a pas énormément de désinformation avant d'être déçu? Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est écœurant, tu sais, je veux dire, si on regarde en Occident le mode de vie américain, l'American Dream qu'on fait miroiter aux gens, on leur dit, vous avez juste à travailler, à bien gérer vos placements à la bourse, vous pouvez devenir millionnaire ou très riche comme Trump, là, qui est milliardaire, là. Ouais. Puis dans la réalité, c'est que ces gens-là, au niveau de la déception, quand tu as énormément d'argent, ce que tu fais beaucoup d'évitement en lien avec des déceptions parce que tu compenses tout le temps. Mais quand tu n'as pas la capacité de compenser, ta déception, là, elle te rentre dans le corps. Puis c'est très souffrant, vivre la déception. Puis il y en a qui peuvent le vivre comme tu prends la jeune femme qui vit le fait de ne pas avoir d'enfant. Il y a deux souffrances. Elle va le vivre psychologiquement, mais il y a aussi psychiquement qu'elles doivent mourir à quelque chose en tant qu'égaux. Et c'est pour ça que la mort psychique est nécessaire, parce que dans la déception, c'est la plus grande réalité que la lumière veut faire avec l'individu, c'est qu'elle renonce à une valeur qui n'est pas en lien avec la liberté, c'est en lien avec un désir, c'est en lien avec le fait qu'elle serait plus heureuse d'avoir des enfants, c'est en lien avec le fait qu'elle pourrait être normale, elle pourrait avoir des amis, elle pourrait parler, mon enfant a eu ça. Tu sais, il y a des gens qui disent, si mon enfant est malade, j'ai pris soin, ça lui donne une cause, ça leur donne une fierté, tu sais, ça nourrit leur estime personnelle, mais cette personne-là, c'est pas ma compagne, là, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, je veux juste le clarifier, là. Mais c'est une personne qui, depuis des années, essaie d'avoir des enfants. Puis là, je vois la souffrance qui s'installe en elle. Puis c'est sûr que ça va l'amener à vivre plus de colère, puis à s'intérioriser à un niveau d'avantage qui est grand. Par contre, au niveau de son ego, la facture à payer est assez lourde. Puis on s'entend bien là qu'on a devant soi une personne sensible. Là. Oui, elle est très sensible. Tu sais, elle est très à l'écoute des autres. Puis tu sais, elle est très ouverte vers autrui, puis là, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'elle se fasse un mouvement plus vers son intériorité, puis plus se définir par rapport à elle. Donc, tu sais, c'est quand même dégueulasse parce qu'on parle d'une personne qui a une belle sensibilité, qui pourrait
possiblement aimer mieux ses enfants que bien des enfants qui sont aimés sur la planète Terre, mais sa programmation, sa matrice d'évolution, c'est pas ça. Sa matrice d'évolution, c'est de souffrir dans le fait qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. Un petite gang de chien sale. Non, c'est ça, puis tu la connais pas, mais tu mets le mot dessus, c'est qu'elle, dans le fond, a fait de la relation d'aide, est à l'écoute des gens, fait qu'elle s'est très bien placée pour élever des enfants, puis l'ironie du sort, c'est qu'elle est confrontée à des gens qui n'ont pas d'allure, qui ont des enfants. Euh, Imagine la souffrance de mourir en tant qu'égaux à une valeur de vie que tu considérais réelle. Mais je pourrais dire ceci, David, sa valeur est toujours réelle. C'est la réalisation de cette valeur-là dans sa vie qui n'est pas réelle. Jusqu'à temps qu'elle dise, ah, si un jour j'avais des enfants, je serais comme ceci, comme cela. Et elle ne donne plus de valeur. Ça demeure une valeur réelle et ça ne se transforme pas en désir. Et si ça s'arrive au niveau des plans, parce que l'alignement, ils sont là pour la tester encore pendant 2-3 ans, voir comment l'ego va se comporter, puis les déceptions pour que l'esprit rentre, pour l'esprit rentre. Puis là, elle, dans sa conception de sa liberté, elle se dit, ah, ça aurait été une belle réalité de vivre cela. Mais je fais une croix dessus en disant que je veux être libre dans ma conscience avec mon couple et je veux voir où est rendu mon couple. Et si ma liberté est encore grande dans mon couple, je vais nourrir mon couple et je vais cesser de nourrir cette forme-là qu'on m'a imposée pour idéaliser une genre de vie que j'aurais aimé vivre. Parce qu'il faut jamais idéaliser sa vie. C'est la pire des choses de donner une fixation à sa vie. Moi, j'ai aucune idée quelle sera ma vie demain, mais la pire chose que je pourrais faire, ce serait de dire, ah ben dans 2-3 ans, je vais faire ci et je vais faire cela dans le monde. C'est la pire chose. C'est manger toute la marde, montrez-moi là, les plans de la lumière, si j'ai le droit et l'autorité de faire ça en lien avec ma liberté que moi je vois. Si vous autres, vous décidez là, que dans 2-3 ans, je vais peut-être travailler, ça c'est votre petit problème. Moi, je ne veux pas vivre de temps en lien avec ce que vous avez décidé. Puis elle, si, mettons, elle prend l'enfant, elle dit, votre crise d'enfant, là, si vous voulez le faire descendre un jour, vous le ferez descendre. Moi, j'ai assez attendu avec vos crises de plans de cochonnerie, de merde. Puis là, tu sais, faut se mettre en contestation totale contre la vie évolutive que la lumière veut faire vivre à un ego. Puis quand l'ego n'a plus à vivre aucune vie imposée par en haut, il meurt à toutes les formes de la vie et il renaît en lien avec sa liberté qui est sa vie réelle. Puis sa vie réelle, c'est quoi? C'est ne jamais être assujetti à aucune crise de forme, à part que savoir quel est ton plaisir de vie. Est-ce que ton plaisir de vie encore, c'est d'aller faire du ski dans 2 jours, va être encore là? Ben, il reviendra, puis tu y vas. Puis si à un moment donné, tu as trop mal à la hanche parce que tu fais du ski, ben, tu trouves un autre style d'activité. Parce que c'est pas vrai que quelqu'un qui fait du jogging, qui a mal aux genoux tout le temps, qui souffre pendant 3 jours à cause qu'il fait du jogging, c'est sa liberté réelle. C'est pas vrai. Ton corps physique ne doit pas payer de prix tabarnak. Oui, exactement, parce que sans ça, on est bloqué. Mais c'est sûr que ce que tu dis, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on est bloqué à un moment donné, on peut revenir à la charge. Mais si on revient à la charge, est-ce que quelque part, c'est pas un mouvement de l'ego? Ouais, ben justement, c'est là qu'il faut être neutre dans sa capacité de contester, mais aussi de ne pas donner de valeur haute que l'étude que tu dois faire dans le temps et l'espace pour savoir comment toi tu te comportes. Es-tu encore en réaction dans 2 jours? Mettons, tu es en tabarnak. Si ton tabarnak se transforme pas en plus de liberté puis de comprendre mieux ta vie personnelle, ça veut dire que tu es en réaction. Exactement. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire qu'on tombe plus dans une attitude psychologique d'acharnement? Oui, on est plus dans des attentes. On pense que c'est parce qu'on est en tabarnak que ça va changer. C'est pas vrai, c'est pas parce que tu es en tabarnak que ça va changer. Quand tu es en sacrament contre la lumière, en relation avec l'orchestration de la vie planétaire, le but ultime, ce n'est pas de contester pour arracher ce que tu veux. C'est de descendre un rayon d'énergie qui te dit à toi, à ta conscience, et qui dit à la lumière, c'est « Je ne me ferai pas jouer par vos hosties de games, hosties de tabarnak. » Puis, il y a tellement de souffrance dans cette capacité-là de s'amener à ça.
C'est une question de sensibilité vibratoire en lien avec la lumière. Eux autres, là, ils savent en tabarnak si ta sensibilité est réelle ou si c'est simplement une fixation de l'ego de vouloir changer une forme, alors que le temps de rencontre entre ton esprit et la matière doit être complet, dans ce sens que si la jeune fille ou la jeune femme dit « Un jour, je veux être libre de ne plus penser de vouloir avoir des enfants », elle doit le vivre consciemment un jour, que ça y arrive, elle fait une activité, elle dit « Je suis bien, j'ai plus besoin d'avoir ». Elle doit le vivre, puis elle doit l'exiger des forces, ce moment-là. Exact. Mais encore faut-il qu'elle soit consciente des forces, puis qu'elle soit capable de vivre une communication télépathique avec eux. Ce qui n'est pas le cas de la personne que je parle, là. Elle est plus au niveau de l'âme, là, tu sais. Mais c'est ça. Mais ça demeure quand même une loi de déception que les gens dans la conscience vont être amenés à comprendre. Parce que, ultimement, toutes les âmes qui vivent sur la planète Terre présentement, qui sont dans le cycle évolutif des incarnés sans savoir, qui peuvent inverser les lois de la vie, qui sont imposées, ils sont sujets à de la déception. Mais une personne qui veut se sortir de la déception, comment elle le fait? Elle est obligée d'avoir des notes de l'esprit. Elle est obligée de faire une étude de son ego. Elle est vraiment obligée de fracasser l'éther de sa programmation d'âme pour inverser le rayon de la souffrance psychique de s'être incarnée d'une vie matérielle à laquelle elle pensait un jour qu'elle aurait droit à telle liberté, mais finalement, c'est tout enlevé parce que l'ego doit évoluer. L'ego doit évoluer. Mais à quel moment que l'ego a assez évolué, David? Ben, c'est ça. C'est parce que d'un point de vue humain, c'est une chose, parce qu'on va dire, ben, quand la personne souffre trop, il faut que ça arrête. Mais du point de vue des forces, on dirait que c'est comme des machines, puis ils mettent de la pression, puis ils bloquent, ou ils font des mouvements qui sont des fois difficilement assimilables par l'ego. Donc, moi, le point de contact que je dirais, là, à quel moment une personne ne peut plus être déçue, tu dirais c'est quand, toi? C'est quand qu'elle se réfléchit plus par rapport à la déception. Quand elle connaît les lois de la déception, ça va-tu dans ce sens-là aussi? Oui. Quand elle est entrée dans son identité, quand elle est plus décentrable. Oui, OK. Le mot-clé là, que tu viens de donner, quand on peut plus la décentrer, l'enlever de son centre de gravité, puis tu l'as dit aussi, son centre de gravité, c'est son identité. Exact. Puis cette identité-là, c'est ça qu'elle doit construire. Puis comment qu'elle la construit, cette identité-là? Ben, elle doit regarder quelles sont les valeurs qu'elle donne à la vie. 2, quels sont les plaisirs qu'elle donne à sa vie. Et 3, regarder comment ceux-ci se manifestent et l'accès qu'elle a à ces plaisirs de vie-là sans que elle soit déçue. Par exemple, moi, je peux avoir j'aimerais, tu sais, jadis, quand j'ai commencé à donner des conférences, je disais un jour, j'aimerais qu'il y ait des gens dans mes salles pour que je puisse. Puis, plus ça allait, plus je comprenais que finalement, c'était pas le temps, mais j'avais toujours du monde pour rencontrer mes frais de salle. Tu sais, j'ai jamais payé c'est arrivé peut-être à 2 reprises que j'ai dû débourser de l'argent pour payer la salle, mais j'ai eu une compensation financière avec de la vente de livres ou la vente de conférences par la suite. Donc, je suis kiff. Mais au niveau de la lumière, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je suis réel dans ma valeur d'être conférencier? Ma réponse est oui. Je suis encore conférencier parce que c'est la vibration que j'aime manifester quand je fais des conférences. Je suis pas un psychologue, je veux pas rencontrer des gens un à un, faire de la psychologie évolutionnaire. Je suis pas un psychologue. Ma vibration, c'est être conférencier. Ensuite de ça, je regarde le plaisir de vie que j'ai dans ça. Bon, mais si je fais ça, je paye ma salle, il y a beaucoup moins de plaisir de vie parce que le retour en lien avec les forces n'est pas là. Donc, ça m'amène après ça à la manifestation de l'accès d'avoir dans mon plaisir de vie de l'argent pour amener une réelle liberté. Parce que là, on parle vraiment de liberté. Ultimement, le 4e point, c'est à quel moment est-ce que ma liberté est plus grande? Puis, quand je donne une conférence, puis il y a 3-4 où je paye ma salle, penses-tu que ma liberté est plus grande à la fin? Non. Non, fait que je les envoie chier. Mais jadis, j'aurais pas été capable de dire ça.
Fait que les crises de conférence, là, si j'en fais, vous me ferez signe à quelque part. Les plans de la lumière. Vous organiserez votre petit théâtre, là, puis moi, dans ce temps-là, je vais trouver des façons pour me générer dans ma liberté, puis vous aurez rien qu'à me rencontrer, puis quand je vais donner des conférences, puis il y aura du monde dans la salle, penses-tu que je vais être content? Sais-tu ce que je vais le dire? Je vais le dire, ça ne pouvait être que cela, gang de sacrament. Donc, tu te mettras pas à genoux devant eux pour les remercier. C'est en anglais, c'est no fucking way. Bon. Mais est-ce que ça revient au principe que lorsque eux autres, les forces, vont faire leur bout de chemin pour t'envoyer suffisamment de personnes pour que tes salles soient rentables au niveau du coût? Ouais, mais regarde, quand je dis que la lumière fasse leur bout de chemin, là, je m'auto-censure automatiquement en n'étant pas susceptible à la déception en disant je sais très bien que si vous n'avez pas de chemin à faire, vous allez me dire on n'a pas de chemin à faire. Ça fait que moi je dis bon, on va voir. On va voir ce que vous faites. Je lui dis ça, mais ça veut pas, c'est pas une autorité qui est pas contestable parce que eux autres ils contestent n'importe quoi. Donc, dans le sens que moi, j'appartiens le temps de ma conscience et j'appartiens le temps de ma liberté qui est celle, si vous décidez que Marc de la Salle a été public, je suis prêt. Vous avez qu'à ouvrir la barrière, le cheval est prêt à sortir. Mais je ne penserai pas que le temps est arrivé en lien avec ce que moi je peux voir. Parce que je sais très, très bien que toutes les consciences qui sont mises en vibration avec la conscience supramentale, tu penses-tu, d'après toi, que c'est pas eux autres qui l'ont décidé? Ben, c'est sûr qu'eux autres qui décident tout au niveau de l'événementiel. Donc, c'est sûr qu'eux autres, ils peuvent mettre, mettons, 30 personnes en initiation du jour au lendemain en créant des chocs, puis faire en sorte que ces gens-là aillent à ta conférence par la suite, puis qu'elle soit rentable. C'est ça. Puis si supposons que tu as une personne, toi, à rencontrer dans ta vie, ils vont-tu faire en sorte pour que tu rencontres la personne? Exactement. Ben, c'est la même chose pour les conférences. Si ils décident qu'il y a une personne qui peut parler publiquement, puis que dans l'autorité d'établir sur la Terre la lumière, cette personne-là va émettre suffisamment de rayonnement vibratoire pour permettre non pas à la lumière de s'interposer sur sa conscience pour lui dire comment elle doit être, mais que cette personne-là va faire le travail qu'elle doit faire en lien avec sa liberté ne sera jamais soumise aux forces de la lumière. Elle doit être respectée dans cela. Sinon, ça demeure toujours un travail pour la crise de lumière qui mange de la marde, sacrement. Tu sais, Bernard de Montréal a fait son travail pour la lumière. Exact. Il y a eu des plaisirs de vie qui s'est donné à travers ça, c'est certain. Le gars, c'est pas un con, là. Il est assez intelligent pour savoir que sa liberté aussi devait être respectée en lien avec sa matière. Mais il y a eu beaucoup de difficultés à consolider sa propre liberté à lui parce qu'il aimait ça parler avec les plans. Puis on aime ça parler avec les plans. Tu peux pas contester, toi, David, le fait que d'avoir ce contact-là avec la lumière, c'est plate. C'est pas plate, hein? Ben, ça dépend, je te dirais, parce que le contact avec les plans, au début, j'étais fasciné, j'étais euphorique par rapport à ça, je vibrais à de l'âme, puis c'était nouveau, un peu comme un enfant qui a un nouveau gadget, mais avec le temps, je suis un peu plus neutre, je suis moins... C'est ça, parce que ils ont utilisé les doigts de la déception contre toi pour te montrer qu'à quelque part, c'est pas parce que tu es dans conscience que tu vas vivre moins de solitude. Tu en as vécu plus de solitude. Exact. Puis plus que les gens vont avancer dans cette conscience-là et plus qu'ils vont être appelés à vivre la solitude, étant donné qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui vont être sur la même longueur d'onde qu'eux. Et c'est là que les valeurs qu'ils vont donner à la vie vont être importantes. Tu peux le voir, ça? Oui, puis je suis très content que tu parles des valeurs à donner à la vie que l'individu définisse par lui-même, pour pas que ce soit une imposition des plans, tabarnak. Non, bravo, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est que toi, tes valeurs, faut tes alignes sur ta plus grande liberté de conscience et jamais t'assujettir. Ça veut pas dire que tes conditions de vie seront pas faciles, seront pas, tu sais, ils vont être très difficiles. Par exemple, tu vas-tu payer ton loyer à la fin du mois? J'ai connu ça énormément, moi. Ça veut pas dire que je le revivrai pas. Je ne sais pas.
Je ne peux pas dire si je vais avoir à revivre ça. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Mais j'ai vécu énormément des fins de mois avec un avance Visa pour payer mon loyer, là. Ça fait que, imagine, la déception, ça serait de me réfléchir, ouais, mais pourquoi que j'ai à faire ça? C'est pas intelligent. Non, non, non. C'est pas ça le principe. C'est le principe, es-tu capable de faire sauter la forme puis de donner aucune valeur au fait que c'est cela? Puis si eux autres, à un moment donné, tu payes ton loyer, puis tu as peu d'argent pour le mois prochain, puis tu dis, ben, je ferai faillite. C'est ça que vous voulez, tabarnak, mangez la marde, ce sera une faillite, si. Fait que la valeur que tu donnes à ta vie, c'est de la liberté. Tu t'imposes à jamais, jamais une concession. Tu concèdes jamais rien à la lumière. Tu étudies avec la lumière. Ça, c'est une grosse nuance. Donc, autrement dit, ça revient au principe que tu donnes pas le droit ou le pouvoir à la lumière de déterminer si tu vas vibrer émotivement. De te décevoir. C'est ça, parce que dans le fond, quand on vit de la déception, souvent les gens vivent une émotion de tristesse au niveau subjectif. Ouais. Fait que ça revient au principe de pas donner le droit aux entités sur les plans, que ce soit le plan mental ou le plan astral, de nous amener à vibrer à de la tristesse. C'est ça, c'est ça. Parce que c'est sûr, comme tu dis, la tristesse est toujours près de la déception. Puis c'est une souffrance psychique. Des fois, c'est une souffrance psychologique, dépendant où l'ego est rendu. Des fois, quand il doit mourir, c'est une souffrance, c'est définitif, c'est une souffrance psychologique qui est amenée au point de vue extrême d'une souffrance psychique. Là, l'ego doit mourir à une forme pour donner de nouvelles valeurs, une nouvelle réalité. Puis quand que ces valeurs ne peuvent pas être contestées par la lumière, c'est parce que lui-même, il peut les changer, ces valeurs, au fur et à mesure. Tu sais, dans 2 mois, ça se peut qu'ils disent, non, ça m'intéresse plus. Tu sais, ben, moi, j'étais végétarien pendant, là, ça m'intéresse plus d'être végétarien, j'ai le goût de manger un steak. Manger un steak. Exactement. Donc, il devient créatif à ce moment-là. Oui. Dans le sens qu'il peut se redéfinir et se réinventer continuellement au lieu de vivre en fonction de mémoire qui a été prédéterminée dans le passé. C'est ça. Ses plaisirs de vie sont toujours en augmentant en lien avec ça le garde dans sa centricité, comme tu disais tantôt. Il est plus décentrable. Puis c'est ça la plus grande réalisation de l'homme dans la matière, qui ne se laisse plus décentrer à nulle part. Puis la déception, je pense bien que c'est pas mal occulte parce qu'on a tout vécu. Oui, exactement. Que ce soit la personne qui achète un billet de loterie puis qui gagne pas, aux gens qui ont eu des problèmes de santé, problèmes au niveau du travail. J'avais un ami qui disait que la fonction première de l'ajusteur de pensée, c'est de décevoir l'individu. Oui. Le désinformer, le décevoir. Exactement. Ouais. Fait que ça m'avait surpris parce que moi, je pensais qu'il était là pour nous aider à évoluer. Puis, ben, dans ça, c'est ça, son principe cosmique, évolutif, c'est ça. C'est derrière la déception, il y a l'évolution. Derrière la désinformation, il y a l'évolution. Quand tu as tout compris ça, là, tu te mets en focus pour ne plus ouvrir de porte à la déception. Fait que, c'était ça mon propos sur les déceptions. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Tu voyais-tu quelque chose? T'avais-tu une question? Oui, ben en fait, parce que les gens qui vivent de manière successive plusieurs déceptions, soit des problèmes au niveau du travail, problèmes du couple, il y en a qui sont sur le bord, dans certains cas, du suicide. Là, ils commencent à avoir des idées suicidaires qui entrent dans leur tête. Fait que moi, la question que j'avais, pourquoi que les plans de la lumière laissent une situation se dégrader à un point où ce que la personne peut basculer, dans une forme élevée d'astralité, voire à se tuer ou à commettre des attentats terroristes, là, à force de déception. OK, mais tous ceux dont l'esprit là est amené là aux portes de la déception là, ne peuvent pas un jour, OK, devenir des entités, des êtres astrales. Un double, si tu poses la question, un double, est-ce que c'est ajusté au niveau de la capacité d'amener l'homme aux portes du suicide? La réponse, c'est oui. Mais une fois que c'est aux portes du suicide, là, la dernière déception qu'ils veulent brûler, là, ils sont obligés d'être très présents. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va arriver dans ta vie qui peut dire quelque chose, se dire ici, viens, on va sortir ce soir, alors que ce soir, tu veux pas sortir. Puis si tu sors pas finalement, tu vas t'enfoncer, des entités astrales vont t'interpénétrer, puis tu seras plus jamais récupérable par la lumière. Ça, ils connaissent le pont qu'ils ne peuvent pas franchir. Est-ce que tu le vois comme ça, David? Oui,
Mais il y a toujours le fait qu'il y a un paquet de personnes qui en finissent par se suicider. Puis c'est comme si le dosage de déception est trop grand par rapport à la capacité des individus de les contenir ou de les assumer. Ben là, je vais être impersonnel au niveau vibratoire pour demander aux forces de la lumière, est-ce que vous êtes en mesure de définir une conscience qui n'est pas capable de dépasser sa programmation d'une façon très, très précise? Ils disent, on est pas mal précis. Ils disent, on les connaît, ces consciences-là. L'homme n'est pas seul. Il peut penser qu'il est seul, mais la conscience là, qui est astralisable va se faire astraliser. Ça, c'est sa programmation. OK, mais celle qui n'est pas astralisable au niveau de mourir dans l'astral, parce que quand tu te suicides, tu meurs dans l'astral. Et lorsque tu es en capacité vibratoire d'être éclairé par la lumière, il ne te laisse pas mourir en astral comme ça, parce que les conséquences pour la lumière sont très, très grandes quand une personne se suicide. Et je veux pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est un sujet de conférence total que moi, je refuse un peu d'élaborer au niveau de la déception, parce que la déception est là pour amener l'homme aux portes de ce qu'il craint le plus. Puis si une personne craint la mort, c'est sûr que, à quelque part, les portes de la déception peuvent être interchangées par des portes de manipulation extrême par la noirceur. Et c'est là que ça devient très, très dangereux au niveau occulte. Et la lumière ne veut pas ça. La lumière, ce qu'elle veut, c'est quand elle met de la déception dans l'ego, elle le déçoit, elle met aussi la capacité qu'il voit sa déception. Ce qui serait intelligent, c'est-à-dire que c'est ça. Si la personne est capable de le voir, est capable d'intégrer, puis de se redéfinir, puis là, elle monte en vibration, puis là, elle brûle des illusions. Mais c'est ça. Parce que s'ils font pas ça, imagine, la Terre, ils sont aussi bien de la donner à la noirceur. Exactement. Mais le point que je voulais en venir, c'est qu'il échappe quelques individus. C'est comme si... Oui. Extrêmement, extrêmement délicat comme sujet. Ils ne pourront pas ne pas contester qu'il y a eu des choses qui se sont passées qui n'étaient pas perçues comme ils le percevaient. Mais c'est très minime, parce que si ça serait plus grand que cela, je vais te dire que au niveau des lois, de renvoyer un principe christique sur la Terre serait urgent et ça ne l'est pas. Ce qui est urgent, c'est que les hommes, ceux qui sont dans l'individualisation de la conscience, qui reconnaissent les lois de la déception, connaissent les lois parce que en connaissant les lois, ça établit que l'homme n'a plus à recevoir sur la Terre d'instructions en lien avec l'incarnation d'un grand initié comme la lumière est déjà sur la Terre et c'est à l'homme de la faire manifester dans son verbe. Et la lumière n'a pas envoyé un autre Nazarien. Non, c'est ça. Puis on n'a pas besoin d'un deuxième Bernard de Montréal. Non, c'est à l'homme, aux individus qui sont en contact avec la conscience supramentale, d'élever leur conscience vibratoire des lois de la déception pour voir que s'ils conversent bien avec la lumière, ils vont toujours dire, tu as vécu telle déception dans ta vie par rapport à ça. Si les gens font une introspection en écoutant cette rencontre-là, cette entrevue-là, ils devraient dire, OK, à quel moment j'ai été très déçu, puis pourquoi ils ont fait ça? Puis, à quel moment encore aujourd'hui dans ma vie je suis jouable? Où est-ce que je peux être déçu? Puis ça s'arrête là parce que le double va être obligé de se manifester dans ses lois d'optimisation de l'intelligence de l'individu à contester ses déceptions pour que eux autres ne lui refusent aucune réponse en lien avec sa vie. Et c'est ça le principe vibratoire de l'intelligence universelle de la liberté de l'homme, c'est qu'il ne se fait refuser aucune réponse. Oui, c'est bien dit. Donc, on va terminer sur cette note. Oui, merci David. Ça fait plaisir, Marc. Donc, à bientôt. À bientôt.